Charles Sénard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le sommet du livre à faire 2017. Merci à vous. Donc pour parler de votre ouvrage Imperator, sous-titré Dirigé en Grèce et à Rome, donc qui est paru aux éditions des Belles Lettres il y a déjà quelques mois, c'était au début d'année en février, c'est voilà, ça? Tout à fait, oui. Alors, c'est pas un hasard que vous publiez ce livre sur l'art de diriger en Grèce et Rome, parce que vous êtes, si j'ai bien compris, docteur en études latines. Oui. Voilà, mais vous êtes aussi consultant. Et alors, dites-nous comment on passe des études latines à l'entreprise. Donc, eh bien, moi, j'ai une double formation, en fait, une école de commerce, donc une business school parisienne, et en parallèle, j'ai effectué des études d'art classique, donc de grec à la Sorbonne et de latin, donc un doctorat de latin à Paris et à Florence. Et donc, après ces études, j'ai travaillé pendant quelques années dans le conseil. Et un certain nombre d'années déjà, je veux dire, et notamment en particulier dans le domaine de l'évaluation et du développement des dirigeants, donc que j'évalue très régulièrement via des assessment centers, que je suis via des formations, du coaching. Et à un moment donné, m'est venue l'idée de voir les points communs qui pouvaient exister entre mon métier de tous les jours et puis ces textes antiques que j'avais appris à aimer et à lire au cours de mes études. Et je suis tombé notamment sur un texte de Xénophon dans l'Économique, qui, dans un de ses traités que je cite dans cet ouvrage, l'Économique, où il parle et ce dont il réfléchit sur qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à diriger, à motiver des équipes plus que d'autres. Et en fait, ce dont il parle, c'est de ce que nous on appelle le management maintenant. Et donc ça m'a donné l'idée de ce livre. Et j'ai regardé s'il y avait d'autres textes qui correspondaient, et ça m'a amené à rassembler tout un ensemble d'une centaine de textes ici, en lisant et en regroupant ces textes antiques, en utilisant des concepts contemporains de motivation, de compétences. Qu'est-ce qui fait qu'on veut être un chef? Qu'est-ce qui fait qu'on sait être un chef et qu'on a les savoir-faire qui correspondent? Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce travail qu'en effet, un grand nombre de textes antiques pouvaient tout à fait se lire à travers ce prisme contemporain de motivation ou de compétences. Et c'est un travail qui vous a demandé du temps Oui, quelques années, enfin, le temps de connaître. Il a fallu faire un certain nombre de recherches. En effet, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Alors pour donner un exemple, un ordre de grandeur, la littérature antique, si on regarde tout ce qui nous est conservé et qui est imprimé, par exemple, dans les collections des universités de France de Budé, ça remplit à peu près cette étagère, mettons c'est peut-être deux, trois fois cette étagère. D'accord. Donc ça fait quand même un volume assez important. C'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il y avait initialement, mais enfin c'est quand même assez important. Et donc voilà, j'ai parcouru tout ça. Alors comment votre connaissance de l'Antiquité, aujourd'hui encore, enrichit-elle votre pratique professionnelle? Je dirais que pour ma pratique professionnelle, donc qui consiste en l'évaluation, en le développement de managers, de dirigeants dans des organisations publiques ou privées, ça permet je trouve, de prendre une certaine distance par rapport au discours managérial qu'on connaît tous et qu'on entend régulièrement, et de se dire qu'en fait, quand on se situe au niveau des comportements, donc Xénophon parle de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire pour diriger une équipe. Quand on se situe à ce niveau-là des comportements, en fin de compte, c'était pas forcément si différent que ça il y a 2000 ans, il y a 2500 ans. Et donc il ne faut pas nécessairement considérer que toutes les théories qu'on peut entendre sur le management actuel sont radicalement neuves. Il y a beaucoup de ces choses qui ont déjà en fait été dites par de grands auteurs, et pourquoi pas les aborder aussi par ce biais, par la lecture de ces grands textes qui sont à la source de notre culture occidentale. Et comment vous les utilisez avec vos clients? C'est quelque chose que vous faites ou pas?
J'avoue que pour l'instant, c'est plutôt à moi où ça me permet d'avoir une certaine une distance par rapport à ce dont je parle et les outils conceptuels que j'utilise. Maintenant, c'est vrai qu'on peut glisser une ou deux références, quelques références de temps en temps. Mais... Oui, alors donc, comment avez-vous conçu votre livre? Donc c'est d'abord un recueil de textes avec des introductions. Voilà, tout à fait. Donc ça commence par un entretien avec Pierre-André de Chalandard, donc le président directeur général de Saint-Gobain. Oui, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, donc il y a 130 textes de grands auteurs antiques, d'autres de très grands comme Xénophon, Aristote, Platon, Cicéron, etc. et bien d'autres, aussi moins connus, qui ont été écrits dans un espace-temps très étendu. Les plus anciens datent du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, pour Hésiode, par exemple, ou Homère, et les plus récents, entre guillemets, datent du 6e siècle après Jésus-Christ, donc quasiment 1000 ans, un peu plus de 1000 ans. Et dans toute l'étendue de ces textes qui ont été écrits en toute l'étendue de l'Empire, de l'Antiquité gréco-romaine. Ouais. Et donc ça va depuis la Gaule jusqu'à, au final, après la conquête d'Alexandre le Grand, il y a même des textes qui sont recueillis ici, qui ont été trouvés en Afghanistan, à Kandahar par exemple. Donc, voilà, espace-temps gréco-latin. Oui, c'est en dehors de la stricte Rome et de la stricte Grèce. C'est pas uniquement des textes qui ont été écrits en Grèce et à Rome, c'est dans toute la zone culturelle de ces gréco-romaines. Alors, on a dit le livre est divisé en 4 grandes parties. Alors, on reviendra sur l'entretien que vous faites en introduction tout à l'heure. Et alors, dans la première partie, vous faites un peu un panorama des grands leaders de l'Antiquité. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, il y en a quand même quelques-uns, mais on peut en évoquer certains. Par exemple, Périclès, que tout le monde connaît peu ou prou. Pourquoi est-ce un grand leader ? Eh bien, donc là, c'est un texte que je vais lire de Thucydide, donc bien sûr un contemporain de Périclès, qui a été fasciné par cette figure. Et c'est un grand leader pour différentes raisons, mais notamment, d'après ce que dit Thucydide ici, pour sa capacité à avoir une certaine vision, à voir les choses dans le long terme, et aussi une capacité de jugement tout à fait hors norme. Ce qui fait que, comme il le dit, dans l'Athènes démocratique de l'époque, en réalité, il y a un homme qui dirige, voilà, c'est Périclès. Et sa disparition au cours de la guerre de 30 ans qui oppose Athènes et Sparte va être le début du déclin pour Athènes. Oui, alors je pensais qu'on pouvait peut-être lire un extrait. Je ne sais pas, vous voulez que je le fasse, et puis le prochain sera pour vous. Donc c'est Thucydide qui parle. C'est qu'il avait, lui, de l'autorité grâce à la considération dont il jouissait et à ses qualités d'esprit. Et que de plus, pour l'argent, il montrait une éclatante intégrité. Aussi tenait-il la foule, quoique libre, bien en main, et au lieu de se laisser diriger par elle, il la dirigeait. En effet, comme il ne devait pas ses moyens à des sources illégitimes, il ne parlait jamais en vue de faire plaisir, et il pouvait au contraire mettre à profit l'estime des gens pour s'opposer même à leur colère. En tout cas, chaque fois qu'il les voyait se livrer mal à propos à une insolente confiance, il les frappait par ses paroles en leur inspirant de la crainte. Et s'ils éprouvaient une frayeur déraisonnable, il les ramenait à la confiance. Sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait. Bon, voilà, etc., etc. Alors, il y a un autre grand leader que vous citez, sur lequel je m'étais arrêté, c'est Trajan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce Trajan ? Donc, il y a un texte qui est particulièrement frappant sur Trajan, c'est le panégyrique de Trajan qui a été écrit composé par Pline le Jeune, un des grands auteurs
latin. Et donc c'est un texte qu'il a prononcé, que Pline a prononcé devant Trajan, donc il y a un empereur du début fin du 1er siècle après Jésus-Christ, début du 2e siècle, et qui est considéré comme un des plus grands empereurs romains, même aujourd'hui encore. Et donc Pline dresse un portrait de Trajan qui est évidemment très élogieux. Enfin, c'est un texte qu'il prononce devant Trajan, donc c'est un peu normal. Et donc il énumère un certain nombre de qualités de cet empereur. On peut peut-être lire un passage, je vous laisse le faire. Oui, tout à fait. C'est page 37. Alors... Donc là, c'est Pline le Jeune qui prend la parole, et on voit que c'est aussi une réflexion sur le leadership. Souvent, père conscrit, je me suis en moi-même demandé quelle grande qualité devait avoir celui qui, d'un geste de sa puissance, régit mers et terres, paix et guerre. Tandis que je m'imaginais et me représentais un prince digne d'un pouvoir comparable à celui des dieux immortels, jamais, même en rêve, je n'ai rien su concevoir de semblable à celui qui est devant nous. Tel s'est illustré à la guerre, qui s'est obscurci durant la paix. Tel autre s'est distingué sous la toge, mais non pas sous les armes. Celui-ci a cherché le respect, mais par la terreur. Tel autre l'amour, mais par l'abaissement. Celui-ci a perdu au dehors une gloire acquise dans sa maison. Celui-là a perdu dans sa maison une gloire gagnée au dehors. Enfin, personne jusqu'ici ne s'est rencontré dont les vertus ne fussent gâtées par le voisinage de quelques défauts. Au contraire, quel accord et quel concert de toute louange et de toute gloire est le lot de notre prince. Sa gaieté n'enlève rien à sa gravité, sa simplicité à son autorité, sa bonté à sa majesté. Sa force, la grandeur de sa taille, la beauté de sa tête, la noblesse de ses traits, sans compter cette inflexible maturité, sa chevelure qu'une attention des dieux a orné des marques prématurées de la vieillesse, ne fait qu'accroître sa majesté, tout cela n'annonce-t-il pas aux quatre coins de l'univers un souverain? Tel devait être celui que nous ne devons ni aux guerres civiles, ni à l'oppression des armes, mais à la paix et à l'adoption, et aux divinités enfin fléchies par les habitants de la terre. Voilà, donc une image tout à fait idéalisée. Oui, alors il a toutes les qualités, ce Trajan. Voilà, et c'est presque hagiographique. Voilà, c'est tout à fait géographique. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Est-ce qu'on sait si ce panégyrique était exagéré ou pas? En effet, il est généralement considéré comme un bon prince, mais c'est vrai que ça nous... c'est vrai que ça ne viendrait pas forcément à l'idée de décrire un dirigeant contemporain, français ou canadien dans ces termes. Et c'est vrai que là, on a un élément qui peut-être nous distingue de cette façon de concevoir le leadership, même si on ne l'appelait pas comme ça de l'époque. C'est que très souvent, les leaders dont il est question, même les leaders réels, historiques, sont aussi considérés comme des demi-dieux, voire des dieux à part entière. Et ça, c'est une tendance ça ne va pas du tout être le cas de Périclès, mais à partir d'Alexandre le Grand, qui va être divinisé rapidement après sa mort, et ensuite dans l'Empire romain avec Auguste et ses différents successeurs. En fait, là, ce qu'on nous décrit, c'est aussi bien au physique que pour les qualités de l'esprit. Là, c'est une divinité. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant aborder une deuxième partie de l'ouvrage qui est la façon dont on devient chef. Oui. Mais avant, donc, on va marquer une petite pause.